Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous ce matin pour un survol sur la crise pluridimensionnelle que traverse le pays, le docteur Jean Fils-Aimé. L'insécurité, crise ou encore pénurie de carburant dans le pays. Presque toutes les entreprises haïtiennes, les banques commerciales, les hôpitaux sont concernés et se voient obligés de modifier leur horaire de travail. Est-ce qu'Haïti va encore tenir longtemps? C'est donc la question que l'on se pose aujourd'hui. Et à ceci s'ajoute l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. 4e mois, où est-ce que l'on en est? Est-ce que la situation progresse? Notre invité ce matin, le docteur Jean Fils-Aimé, va, à la lumière de ses recherches, de ses expériences, nous aider à comprendre ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir, professeur. Merci de votre disponibilité. Merci, Wendell, de me recevoir. Évidemment, quand on regarde l'état du pays, je pense que je vais passer outre au principe de civilité. Pas la peine de te demander comment tu vas. J'assume que ça ne va pas, étant donné l'état du pays. Et franchement, je sympathise avec mes frères et mes sœurs d'Haïti qui vivent, si tant est qu'on puisse encore parler de vivre, qui doivent essayer de se débrouiller au sein de ce chaos. Honnêtement, cela m'attriste. Et plutôt que de te demander, Wendell, comment ça va, je préfère te souhaiter à toi et à mes compatriotes du dedans bon courage. Car s'il est vrai que la situation est chaotique, un chaos est toujours annonciateur de renaissance et d'espoir. Et si j'accepte de partager avec toi le plateau de Télémétropole ce matin, c'est parce que je suis convaincu, comme Colline Serrault, l'actrice et la productrice française l'avait dit, que le chaos est rempli d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. Donc nous devons oui, mais c'est pas quand on va garder, nous devons garder cette énergie-là pour faire advenir cette renaissance tant souhaitée. Voilà, Wendell. Merci. Alors j'allais dire, c'est pas quand on va de chaos en chaos ou encore de Caraïbes en Chili. C'est l'impression qu'on a. On a eu l'embargo de 2018 à aujourd'hui, c'est l'OC, c'est un pays verrouillé à tout bout de champ à plusieurs reprises par des acteurs politiques. Et là, la situation que l'on vit aujourd'hui n'est même pas comparable à celle que l'on a eue pendant l'embargo. On est d'accord. C'est pour cela que désormais, depuis hier sur ma chaîne, je pense que la crise est telle que le mot crise en soi ne convient plus, il faut parler de chaos. Car moi, je suis de l'école d'Antonio Gramsci qui pense qu'il y a crise lorsqu'il y a deux ordres qui se battent pour l'emporter. Vous avez un ordre ancien qui doit disparaître et dont la majorité des gens souhaitent la disparition. Mais vous avez un ordre nouveau qui a de la difficulté à s'installer et la crise, selon Gramsci, c'est cet entre-deux entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau. Mais pour moi, nous avons excédé le degré de la crise. Nous sommes dans un chaos au sens premier du terme, dans le sens qu'il n'y a plus d'ordre. Et à l'évidence, il n'y a plus d'ordre. On se demande s'il y a quelqu'un
qui est dans le cockpit, là, qui est dans le cabinet du pilote, à l'évidence, il nous faut être intellectuellement intègre. Ce pays, pour reprendre la formule de Feu le bâtonnier de Port-au-Prince, ce pays n'est ni administré ni gouverné. Et il faut poser ce diagnostic. Pour que du chaos sorte une renaissance, nous devons avoir le courage de poser ce diagnostic cru sur la situation actuelle. On n'est plus dans une crise, on est dans le chaos, il n'y a plus d'ordre. Maintenant, que faire? Est-ce que l'on entrevoit déjà le bout du tunnel? Vous l'avez dit, c'est une situation chaotique, professeur. De plus, ce sont les gangs qui prennent les décisions, les chefs de gang qui prennent les décisions. Moi, je dirais pas comme le bâtonnier, encore moins comme vous. Je dirais pas que le pays n'est pas administré, que le pays n'est pas géré, n'est pas gouverné, parce qu'il y a les gangs qui prennent des décisions pour nous et contre nous. Et ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, sauf que les gangsters ne sont pas toujours ce que l'on croit. Et il faut faire attention, même avec l'étiquette de gang, parce que souvent, lorsqu'on dit gang, on va penser à ceux qui sont dans les rues. Or, ça fait longtemps déjà qu'on parle de l'État haïtien, si tant est qu'il y a encore un État haïtien, comme d'un État gangstérisé. Le problème, ce n'est pas tant qu'il y ait quelques jeunes compatriotes. Vous allez voir que je vais éviter d'utiliser le mot gangster, parce que cela laisserait la fausse impression que les gangsters, ce sont ceux qui se retrouvent dans les rues, à Martissan ou bien ailleurs, tandis que c'est l'État haïtien qui, par sa faute, a été gangstérisé. Pour plusieurs raisons. On a commencé à voir, n'est-ce pas, à la fin des années 90, début des années 2000, on a vu des gens en autorité, que ce soit en autorité à la tête de l'État, mais des gens, n'est-ce pas, qui étaient en politique, qui cherchaient à se faire élire, et des gens d'affaires aussi, hein, c'est parce que ce sont ces trois catégories-là qui ont commencé à déposer des armes aux mains des jeunes pour pouvoir, en ce qui a trait aux gens d'affaires, pour pouvoir intimider leurs concurrents, en ce qui a trait aux politiques, pour, là encore, intimider leurs adversaires, et s'agissant des gens qui étaient, n'est-ce pas, aux affaires dans l'État, ils ont utilisé les armes, n'est-ce pas, pour intimider l'opposition. Et j'avais dit une fois dans une émission que j'avais présentée, je pense, au mois de juin de cette année, j'avais dit que à force de placer des armes dans les mains de nos jeunes, ce sont nos jeunes enfants, là. C'est pour ça qu'il faut éviter de les appeler gangsters, parce que s'ils sont devenus gangsters, c'est nous qui les avons gangstérisés. Quand je dis nous, les politiques, les autorités étatiques et les gens d'affaires. Et j'avais dit que, à force de placer des armes aux mains de nos jeunes désœuvrés, nous finirons par donner naissance aux monstres de Frankenstein. C'est-à-dire, nous finirons par donner naissance à des créatures incontrôlables qui cesseront de travailler pour les gens d'affaires, pour les politiques et pour l'État, et qui vont désormais, si vous voulez, revendiquer une autonomie. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, pour éviter de les ostraciser, ce n'est pas que j'approuve ce qu'ils font, hein, pas du tout. Je veux que ma désapprobation soit claire et nette, mais j'aime citer Spinoza, qui eut à dire que dans certaines situations, il ne s'agit ni de rire ni de pleurer, c'est-à-dire ni d'approuver ni de désapprouver, mais de comprendre. Je pense que si nous sommes sur le plateau ce matin, c'est parce que nous cherchons à décortiquer ce chaos. On va tenter de projeter une lumière sur le chaos haïtien pour s'en sortir. Car je ne crois pas à la fatalité. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes humains, car ce sont des humains qui les ont créés. De même, les solutions ne tomberont pas du ciel. Nous devons les faire advenir, nous devons travailler à leur apparition. Voilà. Et la situation est grave. Et là, à vous entendre parler, malheur à ceux qui pensent que le pourrissement de la situation, faudra imputer la responsabilité à l'international ou à des gens de l'extérieur. C'est nous. Ah non. Oui, bien sûr. Il y a une combinaison. Voilà. Il y a une combinaison
de facteurs. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a une crise au sein d'une nation, il y a toujours des facteurs internes, il y a toujours des facteurs externes. Pour quelle raison? De par sa position, Haïti a une importance au niveau de la géopolitique internationale. Et Victor Hugo, déjà au XIXe siècle, le disait, c'est-à-dire Haïti, pour le paraphraser, c'est le théâtre, n'est-ce pas, des conflits de 3 continents. Haïti se trouvant en Amérique, n'est-ce pas, attire les convoitises de ceux qui sont en Amérique, les États-Unis pour ne pas les nommer. Haïti aussi, c'est l'objet des convoitises des grandes puissances européennes. En son temps, c'était la France, c'était, n'est-ce pas, l'Espagne, c'était l'Allemagne, n'est-ce pas, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et précisément parce que nous sommes des descendants de l'Afrique, eh bien, il y a un 3e continent dont il faut tenir compte, c'est l'Afrique. Donc, quand on veut comprendre le chaos haïtien, il faut projeter sur ce chaos des facteurs internes. Oui, nous portons de lourdes responsabilités, n'est-ce pas, dans ce qui arrive là, mais précisément parce que la géopolitique compte, et pour Haïti, la géopolitique est déterminante, on ne saurait ne pas regarder, n'est-ce pas, du côté de l'étranger, des nations étrangères, pour voir, mais à quel pays cette crise, ce chaos profite. Exemple, hein. Précisément parce que nous avons un pays politiquement instable avec des journées entières de grève, etc., eh bien, nos écoles périclitent. Que se passe-t-il donc? Alors, ceux qui terminent leurs études secondaires vont étudier où? En République dominicaine. Et là, j'avais regardé les derniers chiffres, on parle de 460 millions de pesos que nos jeunes étudiants d'origine haïtienne injectent dans les universités dominicaines. Et en dehors du bluff, hein, du coup de bluff, des effets de toge que fait le président dominicain, il n'y a pas beaucoup de pays aujourd'hui dont les universités peuvent se passer de l'injection des étudiants étrangers. Je suis au Canada depuis, ma foi, plus de 30 ans maintenant, 33 ans. Les universités du Québec ne sauraient se passer de l'injection de l'argent neuf qu'apportent des étudiants africains, des étudiants asiatiques et autrefois les étudiants haïtiens. Parce que même si les universités québécoises sont subventionnées, n'est-ce pas, par l'État québécois, c'est quand même le 2e poste budgétaire en importance après la santé, parce que les études au Canada ou au Québec, n'est-ce pas, ont de grandes valeurs, mais ne coûtent à peu près rien. Mais même si les universités sont subventionnées, répétées par l'État québécois, elles ne peuvent se passer de la contribution des étudiants étrangers. Et nous n'avons à ce point pas d'État que ceux qui nous dirigent, on sait qu'ils ne nous dirigent pas vraiment, les Ariel Henry, les Claude Joseph, etc., se sont laissés aller à ce coup de bluff du président dominicain pour ne pas réaliser que ce sont nos étudiants qui aident les universités dominicaines, ce n'est pas le contraire. Au fait, l'argent que nos étudiants d'origine haïtienne injectent dans les universités dominicaines, ce n'est pas un peanut, comme on dit ici. Donc, ça pourrait nous donner, si vous voulez, une position de force dans nos négociations. Et mais parce que nous avons... À leur place, vous feriez, à la place de Ariel Henry ou de Claude Joseph, vous feriez quoi? Oui. D'abord, je ne souhaite pas être à leur place parce que, pourquoi je ne souhaite pas être à leur place? C'est des gens qui ont été, encore une fois, déposés là, à la fois par le PHTK et par les États-Unis d'Amérique et qui se disent eux-mêmes à quoi je sers. Quand vous regardez Ariel Henry, par exemple, vous voyez, c'est un homme qui est emprisonné. Ariel Henry est probablement l'haïtien le moins libre des 14 millions que nous sommes. Donc, j'aimerais pas être à leur place pour toute une question d'itinéraire. L'affaire, c'est que ces gens-là n'ont ni la crédibilité, ni la compétence. Et en ceci, ça m'étonne qu'un monsieur comme Claude Joseph, qui a fait de bonnes études en management public, ce qui est aussi mon champ d'expertise, ne comprenne pas ce jeu de rapport de force entre deux États. Or, ne l'oublions pas, puisque tu m'as posé la question, la politique internationale d'un État est toujours la projection de sa politique nationale.
puisque nous sommes chaotiques au niveau interne, notre politique internationale sera forcément chaotique. Personne ne nous prend au sérieux sur la scène internationale parce que sur le plan local, nous ne sommes pas sérieux. Et donc, n'importe quel chef d'État, même celui à qui nous rapportons beaucoup de fric, comme la République dominicaine, nous nourrissons l'économie dominicaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, on ne nous prend pas au sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas là un prétexte? On va observer la pause, Jean Fils-Aimé, mais avant la pause, je voudrais rapidement voir cela avec vous. Oui. On est en train de crier haut sur le modèle. Là, je parle de Claude Joseph, qui a eu tout simplement à exhorter les autorités des deux républiques à se mettre ensemble pour résorber l'insécurité dans l'île. Est-ce effectivement maladroit de dire ça? Était-ce maladroit? C'est maladroit. Ici est pris de la mauvaise manière. Claude Joseph n'a ni la légitimité ni la crédibilité pour faire la leçon à la République dominicaine. On sent pas que la République dominicaine, mais parce que notre situation est pire que la République dominicaine. Par son tweet, le fait d'évoquer que l'insécurité en République dominicaine est comparable, sinon pire qu'en Haïti, c'était du n'importe quoi. D'ailleurs, c'est indigne de lui. Puisqu'il est le ministre des Affaires étrangères, donc il est le chancelier. Ça veut dire qu'il est le visage d'Haïti sur la scène internationale. Il aurait pu se garder une petite gêne et faire la chose avec beaucoup plus d'élégance. Et c'est pour ça que, permets-moi, je termine, oui, permets-moi, c'est pour ça que l'approche qu'Ariel Henry a adoptée dans les derniers jours, de faire appel à un émissaire qui s'y connaît en diplomatie, mon ami le sociologue Daniel Supplice, c'est la bonne approche. Quand des nations qui sont condamnées à vivre, n'est-ce pas, parce que nous partageons la même île, traversent, n'est-ce pas, un moment de turbulence, ce n'est pas à coup de tweet qu'on règle les choses, d'autant que, et j'insiste, le chaos est tel chez nous que nos ressortissants fuient le chaos vers la République dominicaine, en sorte que Claude Joseph n'a pas la crédibilité ni le beau jeu de dire « votre problème de sécurité est pire que le nôtre ». C'était inélégant et contre-productif de la part de quelqu'un d'aussi compétent que Claude Joseph. Je vais pas faire l'avocat de Claude Joseph, mais est-ce qu'il a eu à dire... Non, mais tu peux t'essayer. Mais non. Non, mais est-ce qu'il a eu à dire ça? Je ne crois pas avoir entendu. Non, mais dans le tweet, je pense que oui, bien sûr. À moins qu'il y ait des non-dits dans le tweet. Mais tu sais, en diplomatie, le vouloir dire est plus important que le dire. Et en herméneutique diplomatique, on dit que le vouloir dire est dans le dire. Il ne faut pas accorder autant d'importance à ce qui est dit qu'à ce qui est sous-entendu, à ce qui aurait pu dire, à ce qui aurait pu être dit. Et donc, je pense que dans son vouloir dire, je peux chercher parce que je le suis sur Twitter, profession oblige, je pense qu'il laissait entendre que la situation de la République dominicaine en matière d'insécurité était comparable, sinon pire qu'Haïti, ce qui est... de l'exagération. Merci Jean Fils-Aimé. On va ensemble observer la pause et on revient tout de suite après. Merci encore une fois de votre disponibilité. À bientôt. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean Fils-Aimé est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est Jean Fils-Aimé qui est notre invité ce matin pour commenter l'actualité. Avant la pause, on parlait du tweet de Claude Joseph et vous avez eu le temps de le trouver. Absolument. Au fait, je suis remonté sur son fil d'actualité sur Twitter parce que je le suis. Et effectivement, en substance, il avait mis en garde. D'ailleurs, c'est l'expression qu'il utilise lui-même. Il avait lancé une mise en garde, n'est-ce pas, contre la montée de la criminalité en terre voisine, c'est-à-dire en République dominicaine. Et il eut à dire que ne prétendons pas que nous sommes meilleurs qu'Haïti, puisque tous les deux, nous sommes pauvres, tous les deux, nous avons des problèmes de sécurité. Et il a ajouté que l'insécurité en Haïti enrichit la République dominicaine. Il n'y a rien là-dedans, surtout la deuxième partie, qui soit complètement faux, mais ce n'est pas la bonne plateforme
pour transmettre ces messages-là, d'autant qu'ils sont contre-productifs. Il n'y a pas d'encouragement à dire, écoutez, puisqu'il y a des problèmes d'insécurité aussi en République dominicaine, d'ailleurs, il y a des problèmes d'insécurité partout dans le monde, eh bien, Haïti n'a pas à se plaindre. Donc, je pense que c'était inélégant et surtout contre-productif de la part d'un chancelier de faire de la diplomatie sur Twitter de cette manière, bien sûr. Donc, c'est pas la bonne façon. La bonne approche, quant à moi, c'est celle qu'a fini par adopter Ariel Henry, en nommant un émissaire en la personne de Daniel Supplice, qui s'y connaît pour avoir été, entre autres, ambassadeur en République dominicaine et autrefois consul aussi, je pense, dans un autre pays hispanophone, sous Jean-Claude Duvalier de mémoire. Oui. L'insécurité enrichit, on dit. Mais là, oui. il n'y a pas de mensonge. Non, il n'y a pas de mensonge. Il y a ce qu'on appelle... Il y a des hommes d'affaires haïtiens, des investisseurs, des éléments de la classe moyenne qui laissent Haïti en nombre imposant ces derniers jours pour aller investir ailleurs. Pourquoi? Tout à fait. À cause de l'insécurité. Oui, donc c'est ce qu'on appelle le capitalisme du désastre en management international. Il y a toujours quelqu'un qui tire profit du désastre de quelqu'un d'autre. Parce que nous avons un pays instable et que notre calendrier scolaire, n'est-ce pas, ne compte pas autant de jours qu'il aurait dû en compter, eh bien, ceux qui en ont les moyens envoient leurs enfants étudier en République dominicaine. Et ça, c'est de l'argent que nous injectons dans l'économie dominicaine. De deux, précisément parce que nous ne produisons rien, la balance commerciale est en faveur de la République dominicaine. Nous importons à peu près tout de la République dominicaine, en sorte que les 4 milliards de dollars, exemple, qui sont envoyés vers Haïti de la diaspora ne font que tourner en Haïti pour retourner soit vers la République dominicaine ou ailleurs. Ça, c'est un deuxième exemple. Et le troisième exemple, ce que tu appelles improprement les gens d'affaires, donc ces brasseurs d'affaires-là, parce qu'ils ne produisent pas de la valeur. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui produit de la valeur là où il fait des affaires. Mais eux, ils ne produisent pas de la valeur. Ils vont acheter pour beaucoup de la quincaillerie en République dominicaine à bas prix, et puis ils revendent cette quincaillerie-là à un prix exorbitant en Haïti, en sorte que, là encore, nous enrichissons l'économie dominicaine. Et enfin, et ça c'est tellement honteux, vous avez des gens qui auraient pu aider à construire leur pays. Ces gens-là, souvent des politiciens, beaucoup d'entre eux ont leur pied-à-terre en République dominicaine, ils ont leur maîtresse en République dominicaine, et ce que tu appelles encore une fois improprement des gens d'affaires, donc ces brasseurs d'affaires, même pour imprimer un chandail à l'effigie de justice pour Jovenel Moïse, exemple là, eh bien, ils le font imprimer en République dominicaine. Et donc, ils disent, écoutez, Haïti est instable, que voulez-vous? Nous devons faire des affaires en République dominicaine. Mais ce qu'ils choisissent de ne pas dire, c'est que si Haïti est instable, c'est à cause d'eux. C'est-à-dire, ils mettent en place un système de corruption, système au sein duquel ils ne font pas de reddition de comptes, et l'argent qu'ils volent en Haïti, ils l'investissent en République dominicaine. Donc, ne serait-ce que pour ça, oui, mais est-ce que c'est... Claude Joseph a raison, nous rapportons plus aux Dominicains que les Dominicains ne nous rapportent. Oui, mais là, vous parlez des gens, des brasseurs d'affaires, vous parlez des membres de la classe politique, politique. Mais il y a aussi de jeunes entrepreneurs, je dirais, des membres de la classe moyenne qui peut-être n'ont rien à voir avec l'argent du trésor public et qui ont tenté, tant bien que mal, à gagner leur vie à la sueur de leur front. Et ces gens-là, la situation devient intenable pour eux en Haïti. Ils choisissent de pouvoir vivre et ils ont laissé Haïti pour aller vivre ailleurs. Au fait, je n'ai pas dit, et si je l'ai laissé entendre, je voudrais corriger ça tout de suite. Je n'ai pas dit que tous ceux qui font affaire en République dominicaine ont quelque chose à se reprocher du point de vue de la gouvernance publique. Tu as évoqué de jeunes entrepreneurs qui, faisant une analyse objective
de la situation actuelle haïtienne, décident d'aller investir en République dominicaine. Je le regrette, mais je les comprends. Sauf qu'à force de faire ça, on ne va jamais relever notre maison. C'est-à-dire, l'exemple que j'aimerais prendre d'un point de vue micro, regarde aujourd'hui. La situation est telle en Haïti que les bands, les jazz, là, les orchestres haïtiens qui viennent de Miami, des États-Unis, etc., n'arrivent plus à se produire en Haïti. Insécurité, blackout, etc. Et nous, plutôt que d'aborder le problème, de l'adresser dans un mauvais français, comme disent les anglophones, de trouver une solution à cela, qu'est-ce que nous faisons? Les promoteurs, eux, ils contournent Haïti en louant une salle, un hôtel en République dominicaine, et nous faisons venir les jazz haïtiens pour qu'ils se produisent en République dominicaine, et nous invitons les danseurs à traverser la frontière pour aller danser. Mais bon Dieu, ça s'appelle encore une fois de l'irresponsabilité. Si je ne peux pas organiser une fête d'un point de vue micro chez moi, je ne peux pas organiser la communion de ma fille chez moi parce que ma maison n'est pas peinte, n'est pas peinturée, parce que ma maison est délabrée, etc. Et puis, je prends précisément le montant que j'aurais pu utiliser pour repeindre ma maison, pour refaire mes murs, eh bien, je vais louer chez le voisin parce que je veux impressionner les autres en leur faisant croire que je peux organiser la réunion, enfin la communion de ma fille dans un beau salon. Il y a quelque chose d'imbécile là-dedans. Et n'ayons pas peur des mots. Les brasseurs d'affaires, c'est pour ça que je ne les appelle pas des gens d'affaires. Les brasseurs d'affaires haïtiens, les politiques haïtiens, n'ont pas d'intelligence d'affaires. Au fait, ce qu'ils font, ils sont en train de saigner le pays, ils sont en train de saigner l'économie haïtienne au profit de l'économie dominicaine. Or, il y a une haine viscérale des Dominicains vis-à-vis des Haïtiens. C'est-à-dire, vous apportez votre dollar, ils vont prendre le dollar, mais ils ne vous aiment pas. Vous arrivez chez eux, vous achetez une maison, etc. Ils vous subissent, ils ne vous accueillent pas. Parce que l'école chez vous ne fonctionne pas, vous leur envoyez vos jeunes pour qu'ils y fassent des études, eh bien les jeunes ne sont pas bien traités chez eux. Donc à un moment donné, Wendell, et c'est pour cela que nous sommes sur le plateau ce matin, il faut éviter de faire comme l'autruche, c'est-à-dire il faut éviter de se détourner les yeux de la réalité pour aller reproduire le problème ailleurs. Alors, mets-toi à la place des Dominicains. Ils voient arriver de jeunes étudiants, ils voient arriver des politiciens, ils voient arriver désormais des jazz haïtiens qui sont invités par des promoteurs à se produire et les danseurs haïtiens vont danser. Mais bon Dieu, à un moment donné, on va leur demander, mais ces gens-là, est-ce qu'ils fonctionnent comme des humains normaux ou bien est-ce qu'ils sont des zombies? Wendell, je te sens très concentré. Essayons de comprendre là. On va essayer de faire un jeu de rôle. Nous sommes des Dominicains, toi et moi désormais. Et puis ça va mal en Haïti. En matière d'intelligence, les Haïtiens n'ont rien à envier aux Dominicains ni à personne d'autre. En matière de territoire, nous avons un beau territoire, aussi beau territoire qu'eux. Nous partageons la même île, le même paysage. Et ces gens-là, plutôt que de régler des problèmes chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent la frontière et l'argent qu'ils auraient pu investir chez eux pour régler le problème, n'est-ce pas? L'intelligence qu'ils auraient dû appliquer pour faire du développement chez eux, parce que on dit en administration publique, il n'y a pas d'administration publique sans science, il n'y a pas de gouvernance sans science. Donc, et c'est des gens de science qui vont en République dominicaine. Et puis ils disent, ah, mais vous savez, le pays, ça n'a pas jamais rangé. J'aime entendre les gens qui sont appelés à régler le problème d'Haïti se fier à une espèce de fatalité en disant, ah, mais le pays, ça n'a pas jamais réglé. Mais ça ne fait pas jamais régler. C'est parce que nous pas jamais voulu régler. C'est exactement ce que j'appelle le capitalisme du désastre. Quand des gens, même pour faire imprimer un maillot à l'effigie de justice pour Jovenel Moïse, vont le faire imprimer en République dominicaine, mais ça s'appelle de l'imbécilité d'affaires. Parce que le dollar, il est frileux.
Précisément parce que le contexte haïtien ne permet pas un investissement sérieux en Haïti, vous allez investir en République dominicaine. Oh, les Dominicains vous bottent le cul. Ils vous traitent comme des moins que rien. Ils vous traitent comme des animaux. Mais est-ce qu'à un moment donné, il vous reste un minimum de dignité humaine pour dire, vous savez quoi? Puisque le voisin me botte le cul, j'ai une maison, moi, je vais rentrer chez moi et je vais régler le problème. Et c'est pour ça qu'en tant qu'historien, j'aime toujours comparer, Oui, mais pas parce qu'il soit... J'aime toujours comparer la situation des Juifs, n'est-ce pas, de 70, de l'an 70 de notre ère jusqu'en 1947, ce qui fait un très long laps de temps. Les Juifs étaient traités comme les Haïtiens d'aujourd'hui. On les traitait de lèpre, on les traitait de coquerelles, on les traitait de rats. Exactement les mêmes injures qu'on nous inflige à nous, les Haïtiens. Jusqu'à ce qu'une certaine élite juive, avec les Théodoro Herz, exemple, n'est-ce pas, David Ben Gurion, a dit, écoutez, nous avons un territoire aussi, nous allons rentrer chez nous et nous allons faire ce qu'il faut pour avoir un pays. Et vous savez ce qu'ils ont dû faire? Je suis historien, je vais vous le dire. Les Anglais s'opposaient à cela. Eh bien, les premiers sionistes juifs ont dû poser des bombes dans des stations à essence des Anglais, puisque cette zone-là était sous protectorat britannique, pour envoyer le message clair que désormais, nous n'allons pas être un peuple paria, nous aurons notre chez nous. Mais vous regardez le comportement de ce que vous appelez des gens d'affaires, vous regardez le comportement de ce que vous appelez classe politique, mais ce sont des imbéciles, je dois le dire. Quand vous avez un homme d'affaires qui, plutôt que de faire pression sur les dirigeants politiques, pour que nous ayons un pays stable, pour qu'ils puissent faire de véritables affaires en Haïti, préfère corrompre les politiciens d'ici pour aller faire des affaires en République dominicaine. Et il y en a quelques-uns qui se font même passer comme des Dominicains, mais ce sont des imbéciles. Quand vous avez des politiciens, et vous avez même d'anciens premiers ministres, ne me demandez pas de les nommer, je les nommerai, quand vous avez d'anciens premiers ministres, d'anciens présidents, qui, plutôt que de régler le problème chez eux, préfèrent aller en République dominicaine, avoir un compte bancaire en République dominicaine, brasser des affaires, sont investisseurs en République dominicaine, plutôt que de régler le problème chez eux, mais ce sont des imbéciles. Le dernier exemple, je m'étais promis de ne pas citer de nom, comment s'appelle ce sénateur qui est toujours en fonction et qui avait acheté une maison là, de 3 millions, sinon de 5 millions à sa femme ici au Canada, et lorsqu'on l'a coincé dans une entrevue, il a dit, écoutez, il fait de bonnes affaires depuis toujours en République dominicaine. Or, quand on regarde cela, ce mec reçoit beaucoup d'argent de l'État haïtien pour fournir de l'électricité qu'il n'a jamais fourni. Donc, il fournit du blackout et il prend son argent. Où est-ce qu'il l'investit? C'est en République dominicaine. Quel imbécile! Parce qu'il a exactement la même couleur de peau que moi. Et vous savez quoi? Riche ou pas, un Dominicain ne m'aimera jamais. Alors, à un moment donné, il faut être indigné. Il faut être fatigué des injures dont on nous accable ailleurs et rentrer chez nous pour régler la chose. C'est pour ça que j'évoque à plusieurs reprises le cas juif auquel nous pouvons nous comparer. Après avoir été traités de rats de par le monde, les Juifs ont choisi de rentrer chez eux et aujourd'hui, ils ont l'un des pays les plus avancés au monde. Alors nous devons tirer des leçons de l'histoire. Et là encore, Jean Fils-Aimé, sans risque d'être vu comme défenseur des brasseurs d'affaires. Tu peux t'essayer. Mais je dirais, est-ce que c'est par instinct de survie que certaines gens décident de quitter le pays? Non. Écoute, non, vous avez dit tantôt, et c'est la vérité, que nous vivons une situation chaotique en Haïti. Mais ils sont responsables aussi. En partie, pas en tout. Ah non, mais à 90% depuis les années 2000. Je t'explique. Et là, je vais citer Fritz Jean, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, économiste de formation, qui a écrit un livre là, que j'ai dans ma bibliothèque, qui s'appelle Haïti, je cite de mémoire, une économie de violence. Désormais, les politiciens travaillent pour les gens d'affaires. Ils ont changé de tactique depuis 2004. Il y a toujours eu de la corruption en Haïti et dans à peu près tous les pays du monde. Le problème, c'est que la corruption chez nous, elle est systématique, elle est systémique, tandis qu'ailleurs, elle est individuelle ou organisationnelle.
depuis les années 2004, que font ceux que tu appelles des gens d'affaires? Désormais, ils disent, nous ne voulons pas négocier des franchises douanières avec les politiciens, nous allons faire en sorte qu'ils travaillent pour nous. Donc, nous allons financer à 100% leur campagne électorale, et une fois qu'ils sont élus, nous allons leur dire quoi faire. Wendell, tu n'es pas un enfant. Tu sais bien que la gestion de la douane de Port-au-Prince et d'autres grandes villes est sous le contrôle d'un homme d'affaires que je ne nommerai pas ici. Tu sais bien que quand il faut nommer un premier ministre, n'est-ce pas, les présidents en fonction, Michel Martelly, René Préval et Feu Jovenel Moïse, ont dû d'abord obtenir l'approbation des gens d'affaires parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur homme pour pouvoir avoir leur port chez eux, pour pouvoir faire entrer n'importe quoi au pays, y compris des armes. Et donc, si ces gens-là que tu appelles des gens d'affaires n'étaient pas de mauvaise foi, plutôt que de corrompre les politiques de manière à transformer Haïti en un territoire transnational qu'il saigne à blanc pour pouvoir aller investir ailleurs, quels imbéciles, ce sont des imbéciles, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient ce que tout pays qui se développe fait. Ils exigeraient que les règles soient les mêmes pour tous et pour toutes, que nous ayons des politiciens qui fonctionnent selon des règles claires, qui soient à l'abri de la corruption, que le pays soit gouverné et géré, et quand un pays est bien gouverné et bien géré, eh bien, c'est tout le monde qui y gagne. C'est pour ça qu'ils sont des imbéciles. Parce que quand un pays est bien géré, tous ces problèmes de kidnapping que nous avons, etc., précisément parce qu'on aurait un État qui offrirait un filet social à sa population, eh bien, ces gens d'affaires-là n'auraient pas besoin de fuir chez eux pour aller investir en République voisine où on les traite comme des animaux. Donc, ils sont responsables aussi parce que, là encore, je cite Fritz Jean, c'est parce que depuis les années 2000, ce qu'ils font désormais, les politiciens sont leurs employés. Moi, j'ai déjà vu, je ne citerai pas de nom, je serai dans un hôtel chic de Pétionville. Et puis, le propriétaire de l'hôtel était là à se vanter devant un ami commun. Il nous a montré son payroll. Et sur son payroll, il nous a montré qu'il avait le nom de tous les sénateurs et de tous les députés. Et il a dit que quand vient le temps, une fois on devait nommer un premier ministre, il savait ce qu'il devait offrir au président qui devait le nommer pour avoir son premier ministre à lui. Et en ayant son premier ministre à lui, il avait le contrôle des douanes de Port-au-Prince, etc. Donc, que ces gens d'affaires-là ne viennent pas se plaindre du fait que c'est un pays chaotique. Ils sont responsables à 3 titres. De 1, parce que c'est eux qui corrompent les politiques. De 2, parce qu'ils refusent de payer leur juste part pour que ce pays se développe. Et de 3, l'insécurité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est aussi leur travail, puisque c'est eux aussi qui ont mis des armes aux mains de nos jeunes, que j'appelle pas gangsters. Pas parce que j'approuve ce qu'ils font, mais c'est parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, les gangsters ne sont pas là où je pense et les gangsters ne sont pas ce que l'on pense. Donc, si on veut faire une analyse complète de ce qui se passe, il faut condamner les politiciens. Oui, parce que c'est eux qui sont venus solliciter un mandat pour gouverner ce pays. Regardez le gouvernement actuel. Pourquoi Ariel Henry est-il payé? Regardez, pourquoi le ministre de la Justice est-il payé, bon Dieu de merde? Pourquoi Claude Joseph est-il payé? Quand le monsieur, malgré le fait qu'il détient un PhD, ce que je respecte en management, n'est-ce pas, public, ce qui est aussi mon champ d'expertise, il ne sait même pas que son foutu tweet, c'était de l'huile sur le feu. Alors, quand vous avez un ramassis de gens qui, nonobstant leurs compétences, ne savent pas quoi faire ou choisissent de ne rien faire parce que ça les enrichit aussi. Il faut pas se leurrer, hein. Il faut pas se leurrer. Le rien faire enrichit les politiciens en Haïti. Aussi longtemps que le ministre de la Justice ne rend pas justice, aussi longtemps que, si vous voulez, le ministre de la Sécurité publique, pourquoi est-il payé, merde? Ne fait pas de la justice, ne fait pas de la sécurité, eh bien ça fait son affaire, parce qu'il ferme des yeux sur des crimes. Et entre-temps, lui aussi s'enrichit. Donc c'est pour cela, mon ami, qu'il faut éviter d'être complaisant avec les politiques, il faut éviter d'être complaisant avec ce que tu appelles les gens d'affaires, parce qu'ils sont tous les deux malhonnêtes et ils sont tous les deux des anti-patriotes. Car un patriote, tu sais ce qu'il fait? Il développe son pays. Et il n'y a pas
il n'y a pas moyen de se décourager avec Haïti comme si c'est le nom d'Haïti qui en soi était mauvais. Non, Haïti est ce qu'elle est parce que nos gens d'affaires, enfin les brasseurs d'affaires transnationaux et ceux qui sont à la tête du pays, ce sont des traîtres. Et c'est ces gens-là qu'il faut bazarder. Il faut les bazarder. Maintenant. Le chaos, ils l'ont provoqué, ils l'entretiennent. Regardez dans quel état on vit là. La ville du Cap dont je suis natif, Wendel, est dans un blackout complet. Est-ce que c'est normal? Blackout complet, ça veut dire des gens qui sont dans des hôpitaux qui n'auront pas d'intervention chirurgicale. Blackout complet, ça veut dire des gens qui sont à la morgue et dont le corps sera en putréfaction. Blackout complet, ça veut dire que les voleurs de grands chemins pourront, n'est-ce pas, se livrer à des actes d'exaction. Entre-temps, il y a des gens qui sont payés pour ça, mais putain, quand est-ce qu'on va s'énerver? Quand est-ce qu'on va se dire basta? Et les gens d'affaires, eh bien, ils entretiennent ce chaos. J'ai lu ce matin dans le journal Le Nouvelliste, ou en tout cas sur une autre plateforme, qu'il y a quand même du carburant. Il y a des gens qui se font livrer, minimum, n'est-ce pas, un camion de diesel chez eux, sauf que ça se fait, n'est-ce pas, à un prix exorbitant. Ce que ça veut dire, c'est qu'entre-temps, ce que tu appelles la classe moyenne, là, le petit chauffeur de tap-tap, le simple propriétaire d'un taxi, lui, il ne peut pas s'acheter ce diesel-là. Donc, il y a des gens qui s'enrichissent même dans ce désastre. Donc, ce désastre-là, le pléonasme ici sera voulu, n'est pas désastreux pour tout le monde. Il est désastreux pour la majorité, mais ce sont les mêmes bénéficiaires. La situation offre une opportunité à des secteurs de s'enrichir. Maintenant que le diagnostic est fait, il est palpable, et à bien comprendre vos propos. D'ailleurs, vous avez parlé d'espoir ou encore d'espérance. Qui peuvent être nés de ce chaos. De ce chaos, oui. Est-ce que, à votre avis, c'est l'avant-dernier point, est-ce qu'à votre avis, on peut vraiment se battre pour un dénouement, je dirais, heureux? Absolument. Tu ne crois pas si bien dire, c'est toi qui utilises le verbe se battre et je vais te l'emprunter pendant tout le reste de l'émission. Pour sortir de ce chaos, mais d'abord, il faut le qualifier. C'est un chaos, ce n'est plus une crise, c'est un désordre généralisé. Qui dit désordre généralisé ne veut pas nécessairement dire fatalité. Il y a des gens qui manipulent, qui mettent en scène, n'est-ce pas, ce désordre généralisé. J'ai pointé deux, les nationaux brasseurs d'affaires, les nationaux politiques. Mais il y a des gens à l'étranger qui tirent profit de ce chaos. Le secteur privé des affaires de la République dominicaine et les politiques dominicains, n'est-ce pas, qui, lorsqu'ils regardent ça, ils disent, tiens, aussi longtemps qu'il y a ce chaos-là, jusqu'à une certaine mesure, nous tirons avantage de cela. Donc, nous allons faire en sorte qu'il y ait toujours un certain degré de chaos. Maintenant, il y a l'international, en parlant des États-Unis. Les armes, tous ceux qui sont experts en sécurité, je cite un monsieur comme Himmler Rebu, vont vous dire que les armes transitent à partir de Miami. Alors, les États-Unis, avec toute leur technologie, s'ils voulaient vraiment bloquer l'entrée des armes en Haïti, vous pensez qu'ils ne réussiraient pas? Voyons donc. Maintenant, concentrons-nous sur ce chaos. Si vous voulez que je place un mot, et professeur, OK, les États-Unis, en fait, les armes transitent par Miami, mais dans la plupart des cas, ce sont soit des Américains d'origine haïtienne ou des Haïtiens qui exportent ces armes-là en Haïti. On dit la même chose. On dit la même chose. Exemple, si moi je suis impliqué dans un trafic illégal d'armes vers les États-Unis, je suis au Canada, et que je mette sur pied par impossible un réseau qui fait entrer des armes aux États-Unis. Vous savez quoi? Le Canada, parce qu'il est un pays ami des États-Unis, il va m'arrêter moi. Il va m'arrêter. Et il va m'extrader vers les États-Unis au nom de la collaboration entre le Canada et les États-Unis, parce que c'est un crime transnational. Bon, les États-Unis se targuent d'être un pays ami d'Haïti. Tout le monde sait que les armes partent des États-Unis. Que les armes soient achetées par des Haïtiano-Américains, que les armes soient achetées par des ressortissants haïtiens vivant en République dominicaine n'enlève rien à la responsabilité des États-Unis de gérer cette affaire. Le crime
de l'achat d'une arme illégale est commis sur le territoire américain. L'autre partie du crime est commise sur le territoire haïtien, c'est-à-dire la vente effective de cette arme illégale. Mais dès lors que le crime est commis aux États-Unis, vous pourrez me dire, mais les gens qui achètent les armes aux États-Unis l'achètent peut-être légalement, je veux bien. Mais dès lors que les États-Unis se rendent compte que même si j'achète l'arme de manière légale, je la revends de manière illégale en Haïti ou pour commettre des crimes, les États-Unis ont une responsabilité de gérer cette affaire. Donc, ils laissent faire parce que, d'une certaine manière, ils tirent un certain avantage idéologique. Ce serait le propos d'une autre émission que de voir mais quels sont les avantages idéologiques que les États-Unis tirent dans cette affaire. Je ne veux pas être complotiste, mais les États-Unis, n'est-ce pas, veulent faire la démonstration que ces Noirs-là ont fait leur indépendance trop tôt. Ils sont incapables de self-government. Et Delano Roosevelt, qui était président des États-Unis vers la fin de cette occupation américaine, le 32e président américain, et qui fut ministre de la Marine, a lancé une phrase qui est encore vraie aujourd'hui. Puisque ces gens-là, ces Noirs-là, ces nègres, comme ils les appellent, ont acquis leur indépendance par les armes, il faut faire en sorte que ce pays ne connaisse jamais la paix. Il faut que les gens à chaussures soient toujours en train de lutter contre les gens qui ont des chaussures, et il faut que les va-nu-pieds soient tout le temps en train de se déchirer entre eux. Mais c'est cette politique. Est-ce que vous parlez de Franklin Delano Roosevelt ou... Oui, Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis. Maintenant... Qui fut celui qui a présidé au retrait des Yankees du sol haïtien, là, en 1950. Voilà. Merci, professeur. Voyons maintenant le dernier point. Le dernier point, oui. L'enquête sur Jovenel Moïse. Vous pensez qu'elle va aboutir? Non, elle ne va pas aboutir. Pourquoi? Pour une raison simple. Ceux qui bénéficient du meurtre de Jovenel Moïse sont au pouvoir. Regardez là, on va se dire les vraies affaires. C'est pour ça que tu m'invites. Quand tu as un Premier ministre dont on sait qu'il a eu des conversations dans la nuit du 6 au 7 juillet avec l'un de ceux qui est accusé dans le crime de Jovenel Moïse et qui était convoqué par son procureur général, le ministre de la Justice, et lui, en sa qualité de ministre de la Justice, enfin de Premier ministre, plutôt que de se prêter à l'exercice, a préféré le congédier. Mais bon Dieu, il a quelque chose à se reprocher. Regardez le comportement de Ariel Henry. Je ne sais pas si tu as étudié en psychologie behaviorale. Le behaviorisme. Oui, bien, le behaviorisme. Est-ce que tu as pris quelques cours qui te permettent de comprendre le comportement humain? Au fait, Ariel Henry a exactement le comportement de quelqu'un qui a peur. Il a peur qu'on sache ce qu'il sait. Ariel Henry et Claude Joseph, là, savaient que Jovenel Moïse allait être assassiné. Ils savaient. Et ne serait-ce que parce qu'ils savaient et qu'ils n'ont rien fait, ils sont coupables d'un je ne sais quoi. Et c'est précisément cette énergie de la survie qui les anime. Ariel Henry fait tout pour rester au pouvoir. Dans quel but, selon vous? Même s'il ne faut rien. Il ne sait pas qui va le remplacer. Il ne sait pas qui va être président. Et si par l'impossible, il y avait une véritable enquête, on découvrirait qu'il savait. Et donc, puisque je l'ai dit dès l'assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet, j'ai présenté une émission sur ma chaîne YouTube, Dr JFA, Lumière sur le monde. Et mes thèses n'ont jamais été démenties. J'ai dit qu'il faut comprendre ou expliquer l'assassinat de Jovenel Moïse à partir de 3 cercles communicants. Le cercle intra-PHTK, les voleurs du PHTK, Michel Martelly, Laurent Lamotte, etc. Et vous notez que ceux qui sont au pouvoir sont les héritiers du PHTK. Ariel est là parce que Michel Martelly le veut. Il faut l'expliquer aussi par un deuxième cercle communicant, les oligarques qui, après qu'ils ont financé, n'est-ce pas, la campagne de Jovenel Moïse, étaient déçus parce que Jovenel Moïse, de par ses origines, n'est-ce pas, paysannes, c'est un natif de Trou du Nord, ville natale de mon père, a commencé à vouloir faire valoir cette carte nationaliste en disant « s'il reste là, c'est pour peuple-là », eh bien, il a fini par écœurer ceux qui l'ont financé et ils ont décidé de sa mort. Sais-tu, Wendell, je sais que tu le sais, que le plan initial, c'était de faire exploser l'hélicoptère que Jovenel louait. Ceux qui louaient
l'hélicoptère à l'État haïtien, au nom de Jovenel Moïse, était prêt à perdre un hélicoptère pour maquiller son assassinat sous forme d'accident. C'était ça le plan, mon ami. Et puis Jovenel était au courant. Et c'est pour cela que dans les mois qui ont précédé son assassinat, Jovenel était au courant que son meurtre était planifié, mon ami. Jovenel était au courant. Tu sais pourquoi il n'y aura pas d'enquête? Parce que celui qui a loué ou qui a contribué à la location d'une résidence pas trop loin de la résidence officielle de Jovenel Moïse pour y abriter, suivez mon regard, les soi-disant mercenaires, il est encore là. Alors, ceux qui bénéficient du crime sont au pouvoir, ils sont puissants, et il y aurait enquête, voyons donc là. Il y aura peut-être quelques rayons de lumière qui seront projetés sur cette affaire par la démarche. Tu l'as reçu, le fils aîné de Jovenel Moïse que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a 3-4 ans à 2 reprises. Lui, il embauche un cabinet d'avocats à Montréal qui va travailler sur une enquête nationale et internationale. Là, on va savoir quelque chose. Et le 3e siècle communicant, les États-Unis ont fermé les yeux sur le meurtre de Jovenel Moïse. A posteriori? Le combat... Non, pas a posteriori, voyons donc. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Quand moi, je prends mon passeport de Montréal, écoute bien, quand je prends mon passeport de Montréal pour me rendre en Haïti, les États-Unis, tout comme le Canada et la France, savent qu'il y a un dénommé Jean-Fils Aimé qui sera en Haïti. Vous avez au moins une 60aine de Colombiens, soyons sérieux, qui s'installent en Haïti depuis au moins le mois de janvier. Ils sont armés et les États-Unis ne l'auraient pas su, voyons donc. Et beaucoup de ces ressortissants colombiens... Non, mais on vous dira aussi, excusez-moi professeur, on vous dira aussi que ce n'est pas aux Américains de dire qui a le droit de venir... Non, mais Haïti, où est le service de renseignement des Haïtiens? Mais non, oui, mais attention, c'est faux. Quand tu as une ambassade accréditée dans une capitale, tu as l'obligation morale de partager certains renseignements avec ce pays. C'est tout le rapport. Oui, mais c'est quand le pays est organisé, c'est quand l'État est fonctionnel. Non, mais justement, là, je sais que tu fais le rôle de l'avocat du diable, bravo, mais le diable montre ses cornes. Les États-Unis étaient au courant de la planification du meurtre. D'ailleurs, Jovenel Moïse lui-même était au courant. Et les États-Unis n'auraient pas été au courant. Selon toi, mon ami, le compound, le complexe de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince est l'un des plus grands complexes au monde. Ça sert à quoi? À abriter de la vaissellerie? Voyons donc. C'est des technologies de l'information grâce auxquelles les Américains captent toutes les informations de la zone. C'est à partir de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince qu'on planifie les politiques de déstabilisation des pays de la région. Et là, précisément parce que c'est des gens dont beaucoup étaient en prison en Colombie, qui ont reçu un passeport à la dernière minute pour se rendre en Haïti, les États-Unis étaient informés. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Parce que Jovenel Moïse était devenu un canard boiteux, comme on dit dans le langage des relations internationales. Les Américains ont dit « let's wait and see ». Ils ne l'ont pas planifié, ils sont informés, mais précisément parce que Jovenel Moïse était devenu lourd. Exemple, Jovenel Moïse a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur russe, de l'ambassadeur de la Fédération russe à Port-au-Prince. Bon Dieu, laisse-moi te faire un aveu. Lorsque Jovenel Moïse a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur de la Fédération russe à Port-au-Prince, j'ai un ami africain, un professeur des relations internationales en France, qui m'écrit avec la photo de Jovenel en train de serrer la main à l'ambassadeur de la Fédération russe à Port-au-Prince. Il me dit, Jean, il vient de signer son arrêt de mort. Et moi, je lui dis, tu exagères quand même. Un mois plus tard, le 7 février, c'est lui qui m'a appris que Jovenel a été assassiné. Je me réveille, j'ouvre mon cellulaire. Le 7 juillet. Je reçois, oui, le 7 juillet. Le 7 juillet. Donc, lui, il m'avait écrit un mois avant. Si tu vas fouiller dans tes chroniques journalistiques, tu verras que de mémoire, Jovenel avait reçu, je pense, l'ambassadeur russe, les lettres de créance de l'ambassadeur russe, soit le 7 ou le 11 juin. Tu verras, ok? Et moi, je me réveille le mercredi 7 juillet, je reçois un autre texto de mon ami. Il me dit, je te l'avais dit. Et là, il reprend
Le texto qu'il m'avait envoyé en me disant qu'il venait de signer son arrêt de mort pour m'annoncer, n'oublie pas qu'il est en France, donc le décalage horaire, n'est-ce pas, aidant, il me dit, il a été assassiné cette nuit. C'est comme ça que j'ai appris la chose. Donc, n'oublions pas que Jovenel Moïse, précisément parce que c'était l'une de ses promesses phares d'électrifier tout Haïti, etc., a été en Turquie, tu le sais, et là, il a rencontré le numéro 2 de la Russie. La politique de Monroe, mon ami, selon laquelle l'Amérique est aux Américains, et surtout le traumatisme viscéral des Américains vis-à-vis de ce que j'appelle l'affaire Castro, la baie de cochon, tout va ça. Les porter, bien sûr, va les porter à réagir de manière animale vis-à-vis d'un président haïtien qui, après leur avoir été soumis, décide un petit peu de jouer le coup de Duvalier. Si la main droite refuse de me donner quelque chose, j'évoquerai la main droite. Je n'ai pas dit que les États-Unis l'ont assassiné, mais je maintiens mon mot. Les États-Unis étaient au courant et ils ont fermé les yeux, point. Et toute cette démagogie des agents du FBI ou de la CIA qui sont arrivés après l'assassinat de Jovenel, c'est de la poudre aux yeux. Ils sont au contraire en train de brouiller les pistes. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'enquête. Parce que ceux qui sont au pouvoir, Ariel Henry, Claude Joseph étaient informés. Ces deux-là, je les nomme, ils étaient informés. Ça, c'est clair. Et donc, ils sont dans cette énergie de survie et ils vont laisser personne qui puisse découvrir, n'est-ce pas, l'affaire, faire une enquête. Il n'y aura pas d'enquête, il y aura de la démagogie. Là, ou encore il y aura enquête, mais il n'y aura pas de résultat, ou l'enquête ne va pas aboutir. L'enquête se poursuivra. Ne va pas aboutir. Et donc, mais si tu permets, il faudra voir pourquoi le chaos est porteur d'espoir. Désolé, je vous remercie infiniment. Et Jean Fils-Aimé, ce sera pour une prochaine émission, je vous le promets. Ah ben, j'espère. Merci infiniment d'avoir été avec nous Merci ce matin. de m'avoir reçu. Passez une bonne journée et une bonne semaine avec nous. À toi de même, au revoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean Fils-Aimé était notre invité ce matin. Bonne semaine, bonne journée. À demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.